Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je ne vais pas décortiquer le patrimoine d'un utilisateur Finari, mais je vais regarder le patrimoine de notre Premier ministre, Gabriel Attal. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est parti. Du coup, déjà, comment j'ai pu avoir les données de Gabriel Attal? Alors, il ne me les a pas envoyées, je ne le connais pas. Mais par contre, en France, il y a quelque chose qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et ça a été créé en 2013 il me semble. Donc si vous faites une recherche, vous pouvez en fait voir le patrimoine des différents responsables politiques, des députés, des sénateurs. Ce qui moi me semble tout à fait normal et légitime, c'est quand même notre argent qui paye leur salaire, donc ils ont un devoir d'exemplarité et de transparence. En tout cas ici la déclaration elle est en cours de modification parce qu'il vient d'être nommé. Mais par contre, on s'est basé sur son ancienne déclaration qu'on a trouvée dans les méandres d'Internet, qui date de 2022, qu'on a croisée avec une autre déclaration qu'il a faite en 2023, qui elle a été supprimée, mais qu'on a retrouvée dans la presse. Et du coup, ça nous donne un patrimoine assez intéressant. Donc patrimoine brut 1,6 million, patrimoine net 1 million d'euros. Et ce qui est vraiment étonnant pour avoir regardé pas mal de patrimoine de responsables politiques, c'est qu'il y a beaucoup d'actifs financiers. Il y a beaucoup d'actifs financiers habituellement, il y a beaucoup d'immobilier quand il y a un gros patrimoine. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui investit, donc on va voir dans quoi il investit. Du coup, profil, Premier ministre depuis quelques jours, âgé de 34 ans, avec un salaire de 15 900 € et de nombreux avantages. Et du coup, pareil, je suis allé regarder ce qu'il avait comme avantages. Et bah, c'est pas mal en fait. Il y a 2 logements de fonction déjà. Donc il y a évidemment l'hôtel de Matignon pour ceux qui connaissent. Il y a aussi le château de Souzy-la-Briche. J'avoue, je ne connaissais pas ce très beau château. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, si vous voulez rendre visite au Premier ministre, c'est ici que ça se passe. Il y a un petit château dans lequel il peut se reposer. Quand on a un poste de ce niveau-là, on n'a quasiment pas de vie privée. On est vraiment en train de bosser quand même beaucoup. Donc on a très peu le temps tout simplement de dépenser son argent. On peut évidemment, on le dépense pour sa famille. Mais sinon, quasiment tout est pris en charge. Le train, la voiture, la nourriture, les costumes, etc. Donc il faut se dire que M. Attal, avec les 15 900 €, il va pouvoir économiser pas mal, donc il aura un très bon taux d'épargne. D'ailleurs les avantages ils en ont pendant le mandat mais ils en ont aussi après, donc là par exemple j'ai retrouvé un article de Jean Castex, vous vous souvenez peut-être de ce Premier ministre qui était le prédécesseur d'Elisabeth Borne d'ailleurs, donc ils ont pas mal d'avantages, ils ont une prime de départ de 44 000 €, voilà, qui vient mettre un peu de beurre dans les épinards, histoire d'amortir un peu la chute ou l'atterrissage. Ensuite ils ont une protection policière, bon ça est-ce que voilà c'est quand même des gens qui sont connus, donc je sais pas si tout le monde les aime. Véhicule avec chauffeur et un secrétaire jusqu'à l'âge de 67 ans, alors là c'est quand même génial. Ils ont un secrétaire particulier. Alors, je sais pas exactement ce que fait un secrétaire particulier, j'en ai jamais eu. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez un. Qu'est-ce que ça permet? En tout cas, ils ont un secrétaire, j'imagine que c'est un espèce d'assistant, jusqu'aux 67 ans. Donc ça, vous imaginez le coût que c'est pour l'État. Il faut savoir qu'il y a très peu de premiers ministres, ex-premiers ministres encore vivants, donc c'est pas non plus, on parle de quelques millions peut-être au total, mais est-ce que vraiment on a besoin de payer ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Gabriel Attal, c'est que grâce à ça, il va pouvoir investir encore plus, puisque même, enfin quoi qu'il se passe en fait après sa carrière de Premier ministre, donc s'il devient président, bon bah voilà, la question se pose pas. S'il fait autre chose, bon bah il aura quand même plein d'avantages et encore une fois, plein de coûts qui ne seront pas à sa charge, qui pourront lui permettre d'investir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura aussi des histoires de retraite. Alors, je ne sais pas combien touche un Premier ministre à titre de retraite. Alors du coup voilà, typiquement Elisabeth Borne, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de retraite à vie. Bah ça c'est plutôt rassurant en fait. C'est plutôt rassurant de se dire que c'est le même régime que tout le monde et qu'il n'y a pas de choses spéciales. D'ailleurs ça a probablement fait partie de la réforme des retraites qui a éliminé tout un tas de régimes spéciaux qui étaient un peu, je pense, un peu abusifs dans certains cas. Donc bon, c'est quand même un statut qui est très favorable. Mais encore une fois, dites-vous, il est Premier ministre de la France, il gagne 15 000 € par mois, c'est énorme évidemment comme salaire, mais c'est quand même une responsabilité qui est monumentale. Je serais assez curieux de voir combien gagne typiquement le Premier ministre britannique, parce que je suis pas sûr qu'on soit si compétitif nous. Eh bah si, voilà. Il est mieux payé en... Ah quoi que non. Ouais non, il est quand même un peu... Le Gabriel Attal va être mieux payé que son homologue britannique. Donc comme quoi... On dit souvent que les salaires en France ne sont pas assez élevés, mais dans les hommes politiques, les femmes politiques savent bien se payer. Objectif, alors je ne connais pas son objectif financier, mais peut-être que son objectif personnel, c'est de devenir président. Du coup, en me basant sur ses anciennes déclarations, les articles de presse, on a recréé son profil Finari, c'est évidemment fictif. L'objectif, c'est d'illustrer, de faire découvrir ce que peut faire un homme politique. Et du coup, Finari, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de centraliser son patrimoine. Je l'ai cofondé il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est plus de 250 000 à l'utiliser au quotidien. On peut centraliser son patrimoine, gérer son budget et améliorer sa stratégie patrimoniale. C'est vraiment accessible à tous et c'est gratuit. Donc si vous voulez tester, je vous mets un lien dans la description. Donc voici le profil théorique de M. Attal. Donc on voit action et fonds, et donc là, il y a deux choses importantes, c'est qu'il y a deux assurances vie. L'assurance vie, évidemment, c'est une enveloppe fiscale, c'est le contrat
préféré des Français. Il y a plus, alors de mémoire, je sais plus, c'est 40 ou 50 millions de contrats ouverts. Il y a 17 millions de Français qui en ont un. On peut avoir plusieurs contrats par personne. Et d'ailleurs, Gabriel Attal est dans ce cas-là, il a 2 contrats. Il a un contrat avec 1 458 000 euros dessus, donc c'est un très gros contrat. Il a un contrat avec 159 euros, les 2 à la Société Générale. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi j'ai mis un fonds monétaire dedans parce que je ne sais pas et que la déclaration à la haute autorité n'oblige pas de déclarer ce qu'on appelle les sous-jacents, donc les instruments qu'il y a dedans. Donc ici vous voyez les 2 assurances-vie que je vous ai citées, mais on voit malheureusement pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu dommage je trouve. Vous allez voir que dans d'autres pays, notamment les US, c'est pas du tout comme ça, puisque si on va sur un site qui s'appelle ici Capital Trades, vous pouvez voir littéralement tous les trades, tous les achats et les ventes que font les sénateurs démocrates, républicains, qui sont élus aux États-Unis. Et donc on voit par exemple ici là en direct. Hier à 21h15, ce sénateur démocrate a publié une déclaration comme quoi il avait acheté du Chipotle, qui est une chaîne de restauration, pour un montant entre 100 et 250 000 $, donc c'est quand même conséquent. Et c'est peut-être, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire de Nancy Pelosi, qui est une démocrate assez connue, qui a ses fans et ses détracteurs. Mais surtout, elle est assez connue parce qu'elle a un track record assez incroyable quand il s'agit de passer des ordres. Et elle a une performance tout à fait admirable. Et donc ici, on voit que par exemple récemment, elle a acheté du Nvidia le 22 décembre pour des montants conséquents. Là, on parle de entre 1 et 5 millions d'euros. Donc Nancy Pelosi, elle est extrêmement riche. Il faut bien savoir que les hommes politiques américains sont généralement beaucoup plus riches que nos hommes politiques et nos femmes politiques à nous. Donc on voit qu'elle a acheté énormément d'actions et ça a fait pas mal de scandales parce qu'en fait, on s'est rendu compte que typiquement, l'ordre Nvidia a été passé au moment où elle était en train de voter sur un sujet qui touchait aux semi-conducteurs, qui est quand même composante essentielle lorsqu'on produit des cartes graphiques, des processeurs. Donc elle était en train de voter et son mari, il était chez lui à la maison en train de passer un ordre entre 1 et 5 millions de dollars sur un des leaders mondiaux des cartes graphiques. Voilà. C'est quand même assez bizarre. Ça, en France, on n'a pas ça. On a malheureusement l'inverse, qui est que nos hommes politiques et nos femmes politiques investissent très peu. Mais ça, aux États-Unis, c'est extrême. Je vais vous mettre le lien dans la description parce que franchement, c'est assez marrant. Il y a même des gens qui ont comparé la performance des sénateurs à celle du S&P 500 et les sénateurs, en tout cas tous les élus de la Chambre et du Sénat, battent le S&P 500. Donc ils sont très bons. Ils sont très très forts. Du coup, assurance vie, on n'a pas plus de détails. Emprunt. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, Gabriel Attal a un emprunt de 670 000 euros. Alors ici, on va aller dans le détail. C'est ce qu'on appelle un prêt in fine. Et donc ce prêt in fine, en fait, c'est un prêt de trésorerie à reconduction tacite, c'est-à-dire que tous les ans, sauf si M. Attal indique à la banque qu'il ne veut plus l'avoir, il va se renouveler. Et donc c'est une avance de trésorerie concrètement. Alors ici, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si elle est backée par l'assurance vie. Est-ce que l'assurance vie garantit ce prêt? Je ne sais pas, on n'a pas les détails. Mais en tout cas, le prêt in fine, c'est tout simple. On prend un prêt maintenant et on rembourse le capital à la fin. Et ici, a priori, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment une avance assez généreuse qu'a M. Attal et dont il peut disposer à sa guise. Il peut garder l'argent, il peut l'investir et il peut tout simplement aussi le rembourser par anticipation. Immobilier. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une maison familiale qui est en Corse, dont le Premier ministre détient en fait 11% via une SCI qui est en gros une société civile immobilière. C'est une société qui permet d'avoir des actionnaires qui détiennent à plusieurs un bien immobilier. C'est plus simple pour la transmission, pour plein de raisons. En tout cas, voilà, cette maison, je pense qu'il en a hérité, j'imagine, mais en tout cas, il a ça dans son patrimoine. Du coup, il n'a pas de résidence principale et ça, c'est quand même assez rare. On regardera tout à l'heure d'autres patrimoines immobiliers, d'autres hommes et femmes politiques et vous allez voir que c'est souvent l'immobilier quand même qui pèse lourd. Dans les autres actifs, c'est un peu notre catégorie fourre-tout, c'est-à-dire que c'est les choses qui sont un peu plus exotiques. Donc là, ici, typiquement, M. Attal a fait un prêt à un tiers, on ne sait pas qui, pour un montant de 50 000 euros. Et il a aussi une Vespa qu'il a acheté 2600 euros, qui vaut plus que 1000 euros. Donc voilà, la valeur vénale 1000 euros. Donc il a son petit 50 cm3 pour se balader dans Paris, même si maintenant je pense qu'il est plutôt en voiture blindée. Il a des livrets. Alors ici on voit pas le détail, mais si on s'est quand même renseigné. Il y a un plan épargne logement, il y a un livret A et il me semble qu'il y a un compte épargne aussi. Un peu surprenant qu'il soit sur un plan épargne logement, parce qu'en fait il aurait un meilleur taux sur un livret A, à part si c'est un très vieux PEL, mais là je regardais les taux Société Générale un peu plus récents, c'était pas terrible en fait, donc je ne sais pas quelle est la raison. Voilà, on voit ici, alors ça dépend de l'année, il y a plein de raisons, mais il y a plein de paramètres, mais on voit qu'ici c'est pas terrible de 25 en ce moment. En tout cas c'est une bonne façon d'avoir un matelas de sécurité. Après encore une fois, c'est vrai que bon, sa carrière elle est très dépendante des aléas politiques. Mais par contre, on peut quand même estimer que quelqu'un qui a sa stature, qui d'ailleurs aussi a un salaire important, là vous vous dites, mais c'est énorme comme patrimoine. Il a été secrétaire d'État pendant plusieurs années, c'est quelqu'un qui a une carrière assez fulgurante.
Donc il a gagné plus de 10 000 euros depuis 5 ou 6 ans. 10 000 euros par mois, ça permet aussi de mettre de côté. Il a un petit peu d'argent sur son compte bancaire, ça c'est plutôt bien. Il n'y a pas des 1000 et des cents de liquidités qui traînent sur un compte bancaire. Tout a été mis au travail dans cette fameuse assurance vie. Alors est-ce qu'il en a hérité? Est-ce que c'est lui qui contribue? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est probablement plutôt bien investi, peut-être à la banque privée de la Société Générale. Du coup, si vous regardez les Insights, qui est en gros la partie de Finari où on va analyser votre patrimoine pour vous donner des recommandations, pour vous identifier des zones d'amélioration possibles. Donc évidemment, la diversification du Premier ministre, elle n'est pas terrible. On ne sait pas dans quoi il a investi, mais bon, ça c'est plutôt lié à l'assurance vie. Donc diversification sectorielle, géographique, pas terrible, on ne sait pas. Si tout simplement on simule la trajectoire de son patrimoine et on dit que Monsieur Attal a investi, alors je pense que 250 euros par mois, c'est vraiment pas beaucoup. On va dire que quand on gagne 15 000 euros par mois, on peut au moins investir, 10%. Voilà. On va mettre à jour la simulation. Donc dans 30 ans, a priori, M. Attal aura 14 millions d'euros s'il continue d'investir. Donc ça, c'est basé sur un modèle mathématique, en tout cas statistique, qui s'appelle le Monte Carlo. Pour aller voir, c'est assez intéressant. On vous explique aussi sur notre chaîne comment ça fonctionne. Mais on voit qu'ici, voilà, il a déjà un gros patrimoine. S'il continue à investir régulièrement dans les marchés financiers, pour le long terme, ça va quand même bien se passer pour lui. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il fait partie des top 5% membres Finari les plus aisés. Donc là, on prend tout simplement tous les membres de la communauté Finari, il y en a 250 000, et on regarde la valeur du patrimoine brut. L'idée, c'est plus de donner une illustration, on ne regarde pas par rapport à l'âge, etc. C'est plutôt à titre informatif. Donc les top 5%, et si on regarde la population française, là on se base sur les données de l'INSEE qui publie chaque année ces données de richesse, distribution de richesse. Mais encore une fois, M. Attal est dans le top 5%. Il a plutôt un profil très offensif, et ça c'est plutôt intéressant. Alors encore une fois, c'est surtout lié au fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans son assurance vie. Ça se trouve que dans son assurance vie, il y a beaucoup de fonds euros. Et donc ça, c'est pas du tout un actif et un support risqué. Donc c'est à creuser. Alors on ne sait pas ce qu'il y a dans l'assurance vie, mais si on voulait peut-être un peu creuser ou si on voulait donner des pistes à Monsieur Attal en termes d'investissement, ben voilà, nous ici on suggère plutôt des ETF qui pourraient être intéressants pour aller chercher beaucoup de diversification sectorielle. Ici il y a par exemple cet ETF BNP qui n'est pas cher et qui permettra d'aller dans 11 nouveaux secteurs et 3 nouveaux segments. Un segment c'est quoi? C'est un agrégat de secteurs, et donc c'est des secteurs qui fonctionnent de façon similaire, c'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont sensibles au taux d'intérêt par exemple, ou qui sont sensibles à la conjoncture économique. Donc voilà, on suggère plusieurs ETF, pareil pour la diversification géographique. Donc ça peut être assez intéressant aussi pour vous. Si vous ne savez pas comment orienter votre patrimoine, vous connectez vos comptes et ensuite vous verrez où vous en êtes, quel est votre score et comment vous pouvez surtout l'améliorer pour aller chercher un maximum de diversification géographique, sectorielle. Chez Finari, nous on pense que c'est très dur de savoir spécifiquement dans quelle action, dans quel secteur il faut investir. Mieux vaut se mettre très large pour vraiment limiter les risques. La diversification, c'est vraiment la base de la gestion du risque. Alors du coup, comment il se compare à nos hommes et femmes politiques? Donc on allait voir, si on regarde par exemple Jean-Luc Mélenchon, quand même quelqu'un plutôt très à gauche, qui a en fait un appartement de 110 mètres carrés qui vaut 1,2 million d'euros à Paris. Alors c'est assez normal au final parce qu'il est sénateur depuis des années et des années. Alors je sais pas s'il est encore sénateur, mais il a été sénateur pendant très très longtemps. On va aller regarder. Mais en tout cas, il a été sénateur. Bon, c'est vrai que quand on est sénateur, je sais pas quel est le salaire, mais c'est très important. Voilà, c'est 5 200 euros net par mois, sachant qu'encore une fois, on a tous les avantages, on a un logement de fonction, etc. Donc bon, ça va plutôt bien pour les sénateurs. Donc, est-ce que ça me surprend qu'il ait acheté un appartement à Paris, puisque de toute façon, il travaille là depuis des années? Bah, pas vraiment. Et s'il l'a acheté il y a longtemps, bah, l'appartement a énormément pris de valeur. Donc, je pense qu'il y a toujours aussi on est souvent en train de décrier les gros patrimoines des politiques. Mais quelque part, moi aussi, ça me rassure de voir que des gens investissent à peu près correctement, parce que c'est quand même les gens qui votent les lois, qui vont décider de nos impôts, des règles d'investissement et de tout ce qui régit en fait notre vie financière. Donc, le fait que ces gens-là n'investissent pas du tout, moi, chaque fois, ça me tend. Là, on voit que lui, il a son appartement. Bon, après, quand on est très à gauche et qu'on est millionnaire, c'est quand même un peu marrant. Mais bon, ça, c'est comme ça. Celle qui a vraiment énormément de patrimoine, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Gabriel Attal, il a du patrimoine financier. À l'extrême opposé, il y a Valérie Pécresse, qui, je pense, est la personne, ou une des personnes les plus riches, qui a été récemment à un poste très important. Elle a été candidate aux élections présidentielles. Bon, elle n'a pas fait un très gros score, mais elle a un patrimoine au niveau de son foyer de plus de 10 millions d'euros. Et il y a beaucoup de biens immobiliers. On voit 2 maisons dans les Yvelines. Bah tiens, des assurances vie quand même, hein, c'est intéressant. Et 1 million d'euros d'actions de General Electric. Donc voilà, il y a des gens qui investissent. En tout cas, c'est normal que ces gens-là investissent. Je rappelle qu'un homme politique ou une femme politique a le droit évidemment d'investir comme elle veut. Maintenant, il y a tout un tas de règles. Et en fait, quand lui ou elle va investir quelque part, en fait, il va être déclaré comme ce qu'on appelle un PEP, personne politiquement exposée.
Et donc ça va obliger l'établissement, typiquement sur Finari, vous pouvez investir en crypto. Si Valérie Pécresse demain s'inscrit sur Finari et veut investir en crypto, on va être obligé de faire tout un tas de vérifications supplémentaires et peut-être même de signaler le fait qu'elle investisse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, pour s'assurer qu'en fait, elle ne profite pas, ou la personne, le PEP en question, ne profite pas d'un avantage, ou ne rentre pas dans une situation qui pourrait créer un conflit. Et donc là, il y a plein de gens, il y a des listes qui sont publiées. Mais voilà, sachez que être PEP, c'est un député est PEP, la femme d'un député est PEP, même un enfant d'un député est PEP, donc ça peut aller assez vite. Ils ont le droit d'investir, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de limitations. Il y a aussi un risque d'image, je pense. Si demain, ils commencent à acheter des boîtes américaines, Apple, etc., on va nous dire, mais attendez, vous êtes homme politique français ou vous êtes homme politique américain? Donc je pense qu'on est un peu dans le dogmatisme, mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que c'était intéressant et que c'était instructif. Sachez que toutes les semaines, j'analyse un vrai patrimoine d'un utilisateur Finari ou d'une utilisatrice d'ailleurs. Dès la semaine prochaine, ce sera une utilisatrice. Donc si vous voulez que j'analyse le vôtre, je vous mets un lien dans la description, vous remplissez le formulaire et chaque semaine, on tire quelqu'un au sort et on l'analyse. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut!